Bonjour, nous sommes aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 24e édition. Boursorama, bien sûr, est partenaire, comme chaque année, de ce rendez-vous économique incontournable. Votre invité à présent, Véronique Bédague, la PDG de Nexity. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a eu des confidences, celles d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, qui ont admis ne pas en avoir fait assez pour le logement. Je me suis demandé comment vous aviez réagi quand vous avez entendu ça. C'est un aveu, un mea culpa qui est tardif, diront certains. C'est tardif. Il y a eu aussi Édouard Philippe qui a dit vraiment la fiscalité sur l'immobilier est absurde. Donc on peut considérer qu'on a eu un mea culpa assez général de la majorité sortante. J'ai envie de dire c'est au moins déjà ça. C'est vraiment dommage qu'au fond ce constat qu'on partageait tous dans notre secteur n'ait jamais pu être vraiment débattu avec le gouvernement. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que ce qu'on disait s'avère juste. Moi, vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais dit, mais quand même, les jeunes, tous ceux qui veulent bouger, tous ceux qui cherchent un emploi, tous ceux qui veulent sortir du logement social, au fond, on les a tous immobilisés parce qu'il n'y a pas de sortie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je pense qu'au fond, cette immobilisation des jeunes, on en retrouve des transmissions dans les élections qui ont eu lieu il y a 3 semaines. On s'est vu, vous avez raison, Véronique Bédague, on s'est vu l'an dernier ici. La situation du marché de la construction, de la promotion, est-ce qu'il est toujours aussi sinistré ? Il y a une timide amélioration ou ça se dégrade toujours mois après mois ? Est-ce qu'il y a un effet de la dissolution sur les intentions d'achat ? Il y a eu depuis quelques semaines une légère amélioration du marché de l'immobilier. D'abord et tout simplement parce que les taux ont commencé à baisser. Et le pouvoir d'achat des Français, de nos concitoyens, a augmenté d'à peu près 5% depuis le début de l'année. Donc on sentait de nouveau un frémissement. Après en avoir perdu 25% en 2 ans. Exactement, mais c'est toujours 5% de gagné. Oui. Et puis vous imaginez bien que nos concitoyens, ils bloquent au fond leur projet immobilier depuis 2 ans maintenant. Et donc dès qu'il y a une éclaircie, évidemment, certains d'entre eux tentent de concrétiser le mouvement. Évidemment, au moment de la dissolution, il y a eu un petit temps suspendu. Au fond, les Français se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on espère que lundi matin, une fois que le résultat des élections sera connu et qu'on sera sorti de cette période électorale, eh bien, le marché va continuer à reprendre. Mais sur les chiffres qu'on a officiellement sur les réservations de logements des particuliers, les mises en vente de logements neufs, quels sont les derniers chiffres les plus frais qu'on a ? Écoutez, en tout cas, ce qui nous concerne, nous, les réservations de logements neufs ont légèrement repris, comme je vous l'ai dit, depuis le début de l'année. C'est encore très léger, mais on sentait un frémissement. Bon, et sur les délais d'écoulement, je regardais les chiffres, j'étais surpris, on est entre 22 et 30 mois de délai d'écoulement des stocks, c'est énorme. Nous, on est un peu plus prudent que ça parce qu'au fond, chez Nexity, on se méfie beaucoup des stocks. Et on surveille, on n'a quasiment pas de stock dur et on a un stock vraiment à 6 mois qui est très très faible. Mais c'est un vrai problème pour l'ensemble de la profession parce qu'effectivement, ça signifie qu'il y a des logements neufs construits qui n'ont pas été vendus, soit à des institutionnels, soit à des particuliers. Donc ça, c'était certainement un sujet que le gouvernement qui sera élu dimanche soir devra traiter dans les semaines qui viennent. On peut dire qu'on a touché le fond de la piscine pour la construction, la promotion, et qu'il y ait ou pas d'ailleurs des aides fiscales de la part, encore une fois, d'un futur gouvernement. Est-ce que la demande peut mécaniquement, elle-même, au bout d'un moment, repartir ? La demande potentielle, elle est présente, elle est très forte à cause de ce que je vous ai dit, parce que simplement, nos concitoyens ont bloqué leur projet immobilier depuis déjà 2 ans. Les taux baissent doucement. La question, c'est à quel rythme ? Nous, on fait notre travail aussi, c'est-à-dire qu'on allège nos coûts, on se bat pour baisser les coûts de production, les banques font leur boulot. Donc, on commence à construire des offres qui sont beaucoup plus attractives, en particulier pour les primo-accédants. Donc, je pense qu'il y a un frémissement. C'est-à-dire ces offres attractives pour les primo-accédants ? Ce sont des offres attractives où les banques, ce sont particulièrement les banques, bonifient par exemple le PTZ pour certains de leurs clients. Ça, c'est vraiment très important. On a Action Logement qui est très présent aussi, qui bonifie un certain nombre d'offres. Donc quand on met toutes ces offres autour de la table et que nous, on fait un effort aussi sur les prix, évidemment, on commence à re-rencontrer la demande solvable de nos clients. Avec des rabais, on a vu quand même fleurir beaucoup de rabais. C'est toujours le cas, il y a toujours beaucoup de rabais sur certains logements neufs. Ça, honnêtement, ça dépend du moment de construction. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gros rabais sur le stock dur. C'est-à-dire, évidemment, quand vous avez construit un immeuble, et je vous le redis, nous, on en a extrêmement peu. Ça, c'est une chose sur laquelle on veille. Il peut y avoir de gros rabais. Bon. Mais ce n'est pas sur l'ensemble du stock. On est dans un cercle vicieux, toujours. La France manque de logements.
Mais on est empêtré dans ce cercle-là. Encore une fois, comment on en sort par le haut Encore une fois, est-ce qu'on attend une mesure gouvernementale? Et qu'est-ce qu'on attend que la BCE en fasse plus? Elle devra en faire plus, a priori, en seconde partie d'année. Je pense que le sujet des taux d'intérêt demeure central. Une fois qu'on a dit ça, la politique du logement, c'est une politique dont j'ai toujours dit qu'elle devait être globale. Elle doit concerner le logement social, elle doit concerner les logements qui sont mis en location par des propriétaires privés, elle doit concerner la primo-accession. C'est vraiment quelque chose qui doit être global et coordonné qu'on doit mettre en œuvre. La première mesure, je ne cesse de le dire, c'est de faire que l'investissement en logement soit fiscalement traité comme un investissement dans une obligation ou dans une action, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est prévu dans aucun programme politique. Je pense que tous les programmes ont dit il y a un sujet sur le logement. Je pense que la rapidité de la campagne électorale n'a pas permis aux uns et aux autres de se pencher en détail sur le sujet et d'avoir des mesures qui soient vraiment pertinentes dans le moment. Ils ont dit il y a un problème sur le logement, on va faire quelque chose. La bonne mesure pour vous, c'est l'alignement de la fiscalité entre les revenus du capital et les revenus de l'immobilier. Évidemment, enfin, moi je ne comprends toujours pas pourquoi l'État prélève davantage sur le revenu de quelqu'un qui achète un appartement pour le louer à une famille que pour un particulier qui achète une obligation d'État. Donc vous souhaitez une flat tax de 30%? Une flat tax, c'est une façon très simple d'égaliser les rendements fiscaux. Et ça coûterait combien au budget de l'État? Ça, je ne sais pas. Le ministre des Finances... C'est un sujet aussi, après. Oui, mais de toute façon, je vais vous dire un truc. À force de surfiscaliser le logement, on casse la base fiscale. Vous vous souvenez de la courbe de l'affaire? La courbe de l'affaire, c'était on fiscalise. Il y a un moment, il y a tellement de fiscalité qu'il n'y a plus de base taxable. Et bien, c'est vraiment ce à quoi on va finir par aboutir au rythme où nous allons, puisque aujourd'hui, il y a très peu de particuliers qui investissent en logement pour louer. Or, nos concitoyens ont besoin aussi d'avoir de la location disponible dans le parc privé. Donc vous attendez une mesure fiscale pour relancer la machine? J'attends une mesure qui permette de mettre l'investissement en logement au même niveau que l'investissement dans une obligation d'État ou dans une action d'entreprise. Après, il y a la question des terrains, on le sait, la cherté, la compétition entre promoteurs immobiliers, les maires qui ont tendance, notamment avec les élections municipales qui arrivent bientôt, la question des permis. La collection des collectivités doit être traitée aussi. Moi, j'ai croisé un maire la semaine dernière qui m'a dit que dès qu'il avait un nouvel habitant dans sa ville, il avait pour 11 000 € de dépenses récurrentes supplémentaires tous les ans. Parce qu'il faut des crèches, parce qu'il faut un marché, parce qu'il faut des écoles. Et donc, la question du financement des collectivités territoriales et des conséquences de la suppression de la taxe d'habitation, c'est évidemment sur la table. Il faut qu'un maire qui accepte, qui a un projet pour sa ville, qui veut loger ses concitoyens, et en particulier les enfants de ses concitoyens, parce que c'est maintenant cette génération-là dont il est question, il faut qu'il ait les moyens aussi en fonctionnement d'accueillir ses habitants. Vous ne pouvez pas juste construire un immeuble et dire, ben voilà, l'immeuble est construit. Sauf que la taxe d'habitation n'est pas indexée sur le nombre... Elle a été supprimée surtout. Oui, elle a été compensée surtout, oui, mais sans suivre l'évolution du nombre d'administrés d'une commune. Donc là, je pense que la question des ressources des collectivités se pose aussi. C'est pour ça que je dis la question du logement, c'est une question essentielle. C'est une question, parce qu'au fond, cette question du logement qui bloque une partie de la population, c'est aussi ça qui explique les fractures qu'on a dans la société aujourd'hui. Il y a ceux qui peuvent bouger et il y a ceux qui sont assignés à résidence. On a pris du retard sur combien de logements? Il y a ce chiffre, d'ailleurs, je ne sais pas s'il a été corroboré, de 500 000, besoin de 500 000 logements neufs en France. On ne l'a pas vu depuis quand? On est à combien aujourd'hui? Eh bien là, en réservation, mes calculs, c'est qu'on est autour de 200 000 à peu près. C'est-à-dire qu'en 2025, en 2026, on verra 200 000 logements sortir de terre, là où on en faisait 400 000 il y a encore quelques années et où les meilleurs prévisionnistes pensent qu'on a besoin de 500 000 logements. Non, l'écart est énorme. Donc ça fait un déficit tous les ans de 200 à 300 000 logements manquants. Et ça fait une crise sociale. On l'attend, elle sera là, elle va venir. Voilà, l'immobilier, c'est un temps long et c'est un temps dur. C'est-à-dire que les logements qu'on n'a pas vendus l'année dernière, on ne les ouvrira pas dans 3 ans. Et à ceux qui disent que les promoteurs doivent faire plus d'efforts, que ça coûte trop cher, le neuf par rapport à l'ancien, et que vous leur répondez quoi? Je pense que ces efforts, on est en train de les faire, tous, assez violemment. Moyennant quoi, la construction de logements neufs, elle est hyper réglementée. Nos marges de manœuvre sont extrêmement étroites.
On a des réglementations qui changent tous les ans, qui augmentent tous les ans. On est réglementé sur tout. Donc nos capacités, on nous oblige à faire par exemple partout des locaux à vélo. Et donc le coût monte tout le temps en fait. Assez naturellement. Et nous, notre combat, c'est de faire que ces contraintes supplémentaires qu'on prend, elles ne se traduisent pas en coûts supplémentaires, en coûts de production supplémentaires. C'est un travail extrêmement important dans lequel nous, on est très engagés depuis déjà longtemps et qu'on accélère. Donc on va faire du mieux qu'on peut dans le cadre des contraintes qui sont les nôtres. Ouais. Et d'ailleurs, les marges des promoteurs immobiliers parfois font fantasmer, mais ce ne sont pas des marges à 2 chiffres. Ah non, on est loin de marge à 2 chiffres. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que certains imaginent, écoutez, dans un monde normal, on devait à peu près être 7 et 8, ce qui est bas, parce que vous devez aussi investir. C'est très variable, ça doit frôler le zéro dans beaucoup d'entreprises. Hein. Oui, donc il n'y a pas de marge pour faire des ristournes, sauf à écouler les stocks. Ça comprend les baisses de prix qu'on accorde. Mais du coup, ça rend l'investissement, l'innovation plus compliqué. Donc ça n'est pas des systèmes qui sont tenables très longtemps. Si on veut finir sur une note d'optimisme, Véronique Bédague, si on se projette, je ne sais pas si c'est possible, sur les 12-18 prochains mois, avec toutes les incertitudes qu'on aura ou pas politiques, on sera où ? Ou vous-même, vous ne savez pas, ou vous attendez peut-être, c'est vrai, 1 à 2 baisses de taux de la BCE cette année, peut-être 2 ou 3 l'année prochaine. Dites-moi, quel sera le Premier ministre qui va nous être accordé en début de semaine prochaine ? Vous répondez à cette question et je réponds à la deuxième question. Ok, une fois qu'on sait qui c'est, vous lui demandez quoi ? Ce que je demande depuis 5 ans, ce que je vous ai réduit tout à l'heure, on a besoin d'une politique du logement qui soit globale et cohérente. Avant qu'il ne soit trop tard. Oui, avant qu'il soit trop tard. C'est vous qui avez employé ce terme de crise sociale. Mais bien sûr, mais vous vous souvenez, c'était il y a 3 ans. Vous vous souvenez, on m'a dit, mais non, mais tu exagères, mais tout était là. Bon, et honnêtement, le jour où dans ce pays, on aura besoin à minima de 500 logements neufs par an, et que nous allons tous sortir avec 200 000 au mieux, parce que est-ce qu'on ira au bout de tous ces chantiers ? Pendant 3 années de suite, vous pensez qu'il va se passer quoi ? Bon, si on finit enfin sur une note d'espoir, on dit quoi ? Qu'on se bat. Nous, on se bat pour vraiment travailler sur la régénération urbaine, on se bat pour être plus efficace, on se bat pour s'alléger, on se bat pour baisser les coûts, on se bat pour rencontrer la demande solvable de nos clients. Et ça, c'est vraiment tout le secteur qui est engagé dans cette lutte. Qui est extrêmement difficile mais indispensable pour finir de retrouver un marché cohérent. Le pire est derrière nous ? Vous savez pas ? Ah, j'espère bien que oui. Bon, merci. On se revoit l'année prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Véronique Bédague, PDG de Nexity, invitée de la grande interview sur Boursorama depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci.